Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue dans le Pour Info, l'émission qui décrypte, qui analyse, qui explique un fait d'actualité pendant 1 heure sur LN24. Ce matin, nous allons parler de la Commission européenne. L'équipe d'Ursula von der Leyen est enfin complète. On pourra donc se demander quels seront les grands défis de cette législature. On pourra également se poser la question des conséquences, des petits retards qu'il y a eu à l'allumage du départ un petit peu douloureux. Et en fin d'émission, on s'intéressera également en vitesse au bilan que l'on peut tirer de la commission de Jean-Claude Juncker. Toutes ces actualités, nous allons en parler avec 2 experts. Juste avant, on fait un détour par les titres principaux de l'actualité de ce mardi 19 novembre. Et chez nous, le nombre de conducteurs qui roulent sous influence a fortement augmenté, notamment pendant les soirées et les nuits de la semaine du lundi au jeudi. Les États-Unis ne considèrent plus comme illégales les colonies de l'État hébreu en Cisjordanie occupée. Déclaration dénoncée par les autorités palestiniennes. En Australie, depuis ce matin, Sydney est enveloppée dans un épais brouillard toxique. C'est l'une des conséquences des incendies qui ravagent en ce moment l'Australie. 9h et bientôt 5 minutes, on va entrer dans le cœur du débat sur la Commission européenne. On en parle donc avec 2 experts. Édouard Simon, d'abord, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du bureau de Bruxelles de Confrontation Europe. L'autre expert, c'est Martin Vuxan. Rebonjour Martin. Rebonjour Pierre. Rédacteur en chef LN24. Merci beaucoup Martin d'être revenu en plateau. Messieurs, tout d'abord, une petite précision, et je vais m'adresser à vous, monsieur Simon. On dit donc maintenant, l'équipe von der Leyen est complète, c'est parti, elle peut être investie. Il y a toujours la question de l'éventuel commissaire britannique. C'est réglé, a priori. Tout à fait. Alors, la commission von der Leyen est à peu près complète, à l'exception donc du candidat britannique. Boris Johnson, étant en campagne, a fait savoir qu'il ne pourrait pas nommer de commissaire britannique avant le 12 décembre. Cela étant, la commission a engagé ce qu'on appelle une procédure en manquement, donc d'infraction contre le Royaume-Uni, ce qui devrait permettre à la commission von der Leyen d'être investie la semaine prochaine lors de la plénière du Parlement européen à Strasbourg. C'est une bonne nouvelle de voir enfin cette Commission européenne. Ça a mis un peu de temps quand même. Oui, clairement, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est clair que depuis quelques semaines, on est dans une situation d'attentisme à Bruxelles et dans toute l'Europe. Et il est temps qu'on en sorte. Il est temps que la Commission von der Leyen prenne ses fonctions et commence enfin à délivrer, si je peux dire, et à prendre les initiatives. À prendre des mesures, prendre des mesures et à faire des choses, effectivement. Martin, on en a déjà un petit peu parlé. C'est pas spécialement courant qu'une commission ait autant de retard à l'allumage, notamment avec les auditions des candidats commissaires par les députés européens. Ils ont serré la vis cette année. C'est vrai que le Parlement européen a vraiment montré que politiquement il existait, qu'il voulait exister dans tout le processus des auditions ici ces dernières semaines. Alors c'était pas une nouveauté parce que c'est vrai que traditionnellement le Parlement fait chuter l'un ou l'autre candidat. Ici il avait remis en cause trois candidats commissaires, ce qui est quand même exceptionnel, dont la candidate commissaire européenne de la France, Sylvie Goulard, qui avait un portefeuille XXL, le marché intérieur et la défense. Donc c'était vraiment un signal très fort. Alors le Parlement européen a voulu montrer aussi qu'il n'était pas content, peut-être politiquement, qu'on ait balayé son fameux système des Spitzenkandidaten, les candidats qui étaient issus et désignés du Parlement européen. Il y en avait 2, un socialiste et un conservateur. Le Conseil européen avait dit clairement qu'il n'était pas question qu'il entre dans cette logique-là. Et donc le Parlement avait été un peu secoué politiquement. On l'avait renvoyé à ses études, comme on dit un peu platement. Et donc là, il a véritablement bandé les muscles, bombé le torse, et il a fait chuter 3 candidats commissaires, ce qui a effectivement retarder toute la mécanique de mise en place de l'équipe d'Ursula von der Leyen, qui devrait quand même peut-être maintenant accrocher la date du 1er décembre. On avait parlé du 1er janvier, mais là, la semaine prochaine à Strasbourg, il y a une session plénière où ça devrait passer. Il y a encore différents détails juridico-techniques à régler, mais il devrait accrocher cette date-là. Ouais. Au niveau des candidats qui effectivement avaient été recalés, il y avait le candidat hongrois, la candidate roumaine également. Comment ça s'est passé au final pour ces candidats qui avaient été recalés, qui ont dû passer un deuxième oral, une espèce de deuxième session devant les députés européens? Ça a été aussi tendu que la première salve?
Alors, pour les candidats qui ont été rejetés, donc Laszlo Trócsányi pour la Hongrie, Rovana Plumb pour la Roumanie et Sylvie Goulard pour la France, oui, la deuxième salve de questions a été aussi tendue que la première salve. Je ferai particulièrement référence à l'audition de Madame Goulard, qui a été extrêmement tendue et qui a été très centrée, comme la première audition, sur les questions d'éthique et des problématiques judiciaires que Madame Goulard pourrait avoir en France. Et après, les nouveaux candidats qui avaient été proposés par les États, ça a été plus facile à ce moment-là? Pas forcément. Ça n'a pas nécessairement été plus facile. La preuve en est que le candidat hongrois Olivier Varhelyi a dû repasser une sorte de seconde épreuve à l'écrit, effectivement, et répondre aux questions écrites des députés. Cela étant, on peut voir, notamment quand on regarde l'audition de Thierry Breton, que tout de même, on a eu une audition qui portait beaucoup plus sur le fond des sujets et qui était beaucoup plus bienveillante que l'audition qu'a dû subir, par exemple, Sylvie Goulard. Alors, potentiellement, c'est vrai que le Parlement européen a arraché ses scalps en faisant chuter 3 candidats commissaires et qu'il y a eu une sorte d'apaisement, si vous voulez. Il y a maintenant une procédure écrite en deuxième lecture pour le candidat hongrois où il s'est engagé. Il a repris exactement les mêmes engagements par écrit qu'il avait donnés oralement, c'est-à-dire d'être indépendant de son gouvernement, notamment de son Premier ministre Viktor Orban, etc. Et ça a satisfait le Parlement. Pareil avec Thierry Breton. Donc ça a été mieux, c'était plus doux, c'était moins dur que les premières auditions. Et donc, on peut se dire, on peut penser qu'effectivement, que le Parlement européen s'est dit, voilà, on a joué le jeu, on a fait chuter, on a eu nos scalps de candidats commissaires, maintenant avançons et procédons. Édouard Simon. Ce qui est un peu la moindre des choses de s'engager à être indépendant du Premier ministre de son pays, étant donné que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué sur tout ce processus qui a commencé dans la constitution de la Commission, c'est que les États membres se sont appropriés ce processus qui est normalement un processus qui est entre les mains de la présidente de la Commission. Et on se souvient d'Emmanuel Macron ou de Viktor Orban encore récemment parler du portefeuille de la France ou du portefeuille de la Hongrie. Or, il n'est aucunement question, et il ne sera aucunement question du portefeuille de la France ou du portefeuille de la Hongrie. Monsieur Varhelyi sera le commissaire européen à l'élargissement et ne sera pas le commissaire de la Hongrie et ne sera pas le voix de la Hongrie au sein de la Commission, de la même façon que Thierry Breton n'a pas vocation à être la voix de la France au sein de la Commission européenne. On avait vu Emmanuel Macron qui avait été furieux. Vous vous souvenez de cette conférence de presse quand le Parlement européen avait fait chuter sa candidate commissaire, où il avait dit vraiment, voilà, moi je ne comprends pas qu'on scalpe ma candidate commissaire. Il a vraiment mal pris la chose et donc il a été assez fâché, Macron. Mais je pense d'ailleurs qu'en présentant le portefeuille de Thierry Breton ou de Sylvie Goulard comme le portefeuille de la France, il est clair que Emmanuel Macron n'a pas aidé ces deux candidats. Comment on peut expliquer justement cette façon de faire, entre guillemets? C'est une espèce de lutte d'influence de certains chefs d'État qui essayent d'un peu reprendre un petit peu de poids, un petit peu de contrôle. C'est une question d'ego? C'est pas une question d'ego, c'est une question d'équilibre politique, c'est une question aussi effectivement de lutte d'influence et ça a toujours existé, il faut pas se mentir non plus. Cela étant, il y a des façons de se présenter, de le présenter, de l'assumer ou de ne pas l'assumer et il est évident que quand on va devant une institution européenne en disant voilà, c'est la voix de la France ou la voix de la Hongrie ou la voix de n'importe quel autre pays qui va être la plus forte parce qu'il faut bien avouer typiquement dans le cas de Thierry Breton que son portefeuille est quand même extrêmement large, ça c'est vraiment problématique. Pour l'institution européenne. Pour revenir en un mot sur les luttes d'influence aussi, je voulais, quand on dit le Parlement européen, vous disiez Martin, le Parlement européen a un moment où peut-être eu l'impression de faire son job en recalant les 3 premiers candidats. Ça veut dire que c'est quoi? C'est juste aussi un peu un jeu de chacun bande les muscles d'un côté, le Parlement rappelle à la Commission j'existe encore, la Commission fait oui mais bon moi je décide aussi et c'est aussi un petit peu lutte d'influence entre les deux. C'est un jeu de positionnement, surtout avec un Parlement qui vient d'être élu, un Parlement nouvellement élu qui se cherche encore, les majorités se cherchent encore, les groupes politiques sont en train de se déterminer et puis tout ça doit être pris dans le contexte plus global de la lutte,
jeu interinstitutionnel entre le Conseil d'État, le Conseil européen, qui est présidé maintenant, qui va être présidé par Charles Michel d'ici la fin du mois, la Commission européenne avec Ursula von der Leyen, l'allemande, qui est assez novice en la matière, d'autant qu'elle n'a pas été elle-même chef d'État et de gouvernement. Donc dans le dialogue avec le Conseil, ça va aussi être peut-être quelque chose qui va jouer. Est-ce qu'elle aura un pouvoir vraiment impactant quand elle demandera des choses à ses collègues du Conseil, qui eux sont des premiers ministres en exercice. Et puis il y a le Parlement européen, effectivement, qui a un président, Sassoli, qu'on dit quand même assez faible. Donc on va voir comment le Parlement va exister. C'est toute une dynamique qui doit se mettre en place aujourd'hui, Pierre. Oui. Et Édouard Simon. Effectivement, il me semble qu'il y a deux tendances qui ont joué très fortement au moment du rejet des trois candidats, donc français, hongrois et roumains. Il y a effectivement l'absence de majorité au sein de ce nouveau Parlement. Et on est dans une situation où aujourd'hui, pour passer, certains des commissaires ont eu besoin des voix des souverainistes du groupe ECR, donc c'est le groupe des Polonais du PiS. Eurosceptique. Exactement. Le commissaire Varelli, donc le futur commissaire Varelli a eu besoin des voix aussi de l'extrême droite d'Identité et Démocratie. Donc on est encore sur des majorités qui se cherchent et qui ne sont pas très bien établis et qui risquent, et ça c'est une situation qui risque de durer. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que sur tout le processus de nomination de ce qu'on appelle les top jobs, vous avez parlé effectivement du président du Conseil européen, président de la Commission, président du Parlement, mais il y avait aussi la présidente de la BCE cette année qu'il fallait renouveler. Le Parlement a été plutôt mis de côté par le Conseil européen, avec une reprise en main claire de la part des États membres et du Conseil européen dans ce processus de nomination. Et vous l'avez très bien dit, effectivement, le fait d'écarter le processus de nomination, ce qu'on appelle des Spitzenkandidaten, qui était le processus poussé par le Parlement européen, a été vécu très mal par toute une partie des parlementaires. Et peut-être que c'est vrai qu'on peut voir là aussi c'est que la prégnance d'un Emmanuel Macron, le président français, dans la désignation de cette top fonction européenne, que ce soit Christine Lagarde à la BCE, que ce soit Ursula von der Leyen à la Commission ou Charles Michel, dont il est assez proche au Conseil européen, peut-être irrité certains au Parlement et qui se sont dit maintenant c'est fini de rigoler. Ça passera pas. Et il y a peut-être là eu aussi une dimension politico-politicienne, Pierre. Quand on regarde la composition de cette commission, on se souvient que notamment au début, un des grands objectifs d'Ursula von der Leyen, c'était d'avoir une commission paritaire. C'est un petit peu raté au final. Caramba, encore raté. Pas de grand-chose, mais un petit peu quand même. Quand on regarde la composition de cette commission, je ne vais pas vous demander si elle vous plaît, la composition d'équipe, mais on peut en tirer quoi comme conclusion en regardant un petit peu comme ça? Quand on regarde la composition de la commission, d'abord, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une commission qui est équilibrée. Vous avez parlé effectivement de l'équilibre homme-femme. Alors, on n'y est pas tout à fait, mais on s'en rapproche quand même sensiblement, et on a quand même fait un effort particulier par rapport à la commission Juncker. C'est un déséquilibre politique. On a 9 sociodémocrates, 9 représentants du PPE, on a 6 centristes et libéraux de Renew Europe, on a un écologiste, on a 1 ou 2 membres des souverainistes, notamment du PiS. Enfin, voilà, on a une commission qui est équilibrée. On a aussi un équilibre Est-Ouest. Et ça, c'est un équilibre qui a été clairement oublié lors de la répartition des top jobs. Et je pense qu'il faut saluer les efforts qui ont été faits par Ursula von der Leyen dans la composition de sa commission, notamment dans la nomination de ses 8 vice-présidents, de bien établir un équilibre entre les différentes sensibilités européennes et notamment de ne pas oublier l'Europe centrale et orientale, qui est une partie cruciale de notre Europe. Je suis un peu plus... Voilà, certainement, alors les équilibres, ils sont là. Je suis un peu plus sceptique sur le mode de fonctionnement ou sur comment ces fameux clusters, ces groupes de commissaires vont pouvoir fonctionner. Parce que, allez, pour prendre un cas qu'on connaît bien, c'est le cas du Belge Didier Reynders, qui est le portefeuille de la justice et de l'état de droit. Donc c'est quand même quelque chose de très, très, très sensible. Il devra fonctionner sous tutelle de la Tchèque Vera Jourova. Comment est-ce qu'on va fonctionner quand on a été vice-premier ministre pendant 15 ans au plus haut niveau
niveau en Belgique, comment on fonctionne avec une belle-mère quelque part. Et ça se reproduit dans différents clusters, que ce soit le digital, que ce soit l'environnement. Voilà. Il y aura aussi des personnalités très très fortes. On sait que Margaret Vestager ou même Frans Timmermans auraient pu prétendre avoir le poste de président de la Commission. Est-ce qu'ils vont bien fonctionner avec leur propre présidente qui est Ursula von der Leyen, alors qu'eux ont déjà l'habitude et la force de la machine, l'habitude de la machine administrative européenne. La Commission, c'est un rouleau compresseur. Si on n'a pas l'habitude, il faut appréhender la chose, etc. Donc tout ça va devoir se mettre en place et on va voir comment Ursula von der Leyen va pouvoir gérer cet esprit d'équipe ou créer simplement un esprit d'équipe. Je pense qu'il y a quoi ? Il y a 8 commissaires qui étaient déjà dans l'exécutif précédent et qui joueront certainement un rôle un peu de locomotive et qui vont peut-être un peu lancer les choses. Moi, je partage tout à fait ce que vous dites. C'est un des défis pour la prochaine commission, c'est effectivement la question du travail en équipe, en fait. C'est comment est-ce qu'on décilote le fonctionnement de la commission. Vous avez parlé effectivement du fonctionnement au sein des clusters, mais même entre les clusters, ça va poser problème. Quand on regarde typiquement la question du Green New Deal, donc qui va être un des très gros sujets des 100 premiers jours de la Commission von der Leyen, l'aspect réglementaire et diplomatique est chez Timmermans, donc le vice-président en charge du Green New Deal, mais les cordons de la bourse, ils sont chez Valdis Dombrovskis, qui est en charge notamment de l'économie. Qui est l'autre vice-président exécutif. Exactement. Et donc, va se poser la question à la fois de est-ce qu'on ne va pas aller vers une guerre des égos ? On peut se dire qu'à ce niveau de responsabilité politique, on va être capable de mettre un peu son ego de côté pour pouvoir coopérer dans l'intérêt commun. Enfin, en tout cas, on peut l'espérer. Cela étant, dans une structure qui a l'habitude de marcher, de fonctionner en silos, comment est-ce qu'on arrive à casser ces silos alors qu'on recrée des clusters ? Ça va être plus compliqué. Ça va être la responsabilité principale de Ursula von der Leyen. On continue justement à s'intéresser aux défis. Quels seront les défis d'Ursula von der Leyen et les défis de sa commission pour la législature à venir? Quels seront ces grands défis, les grands chantiers qu'elle va lancer? On observe ça juste avec nos 2 experts, toujours juste après une courte pause. La deuxième partie du Pour Info consacrée à la composition de la Commission européenne. On va s'intéresser aux défis de la législature d'Ursula von der Leyen. On en parle encore avec Édouard Simon, directeur du bureau de Bruxelles de Confrontation Europe, et notre rédacteur en chef Martin Buxan. Si vous deviez pointer comme ça quelques défis, quelques grands chantiers qui seront les objectifs de cette commission, c'est quoi ? Alors, c'est une très bonne question. Il y en a plein des défis quand on y pense. La situation dans laquelle arrive la commission von der Leyen, elle est très préoccupante sur beaucoup de domaines. Il y a le domaine de la transformation écologique, et ça, c'est quelque chose qui a été pris peut-être un peu malgré elle, mais en tout cas par la commission von der Leyen avec cette proposition de Green New Deal. Mais on voit bien que sur la question de la numérisation des entreprises, de notre économie, l'Europe est en retard, et ça, il va falloir qu'on traite enfin ce sujet, et c'est évidemment une question européenne. Mais il y a la question migratoire, par exemple, la question de la défense et de la sécurité, tout ça dans un contexte international, géopolitique très instable, marqué par un certain nombre d'incertitudes. On peut penser par exemple sur la question de sécurité-défense. Comment est-ce que ça va évoluer avec la remise en question, les interrogations qui sont nées plus ou moins récemment sur la question de l'OTAN. Est-ce qu'il va falloir brusquement accélérer sur cette question-là ? Est-ce qu'on va faire face, comme nous l'annoncent certains analystes, à une crise financière dans les mois ou les années à venir ? Et là, sur certains domaines, la Commission a pris ses marques, notamment sur la question du Green New Deal, sur certains autres domaines, et notamment sur la question de la crise financière, qui est aussi une crise de notre mode de développement. Eh bien, pour l'instant, on ne voit pas trop de réponses à devenir. Martin. Je peux y aller ? Oui, si je vous en prie. Merci Pierre. Oui, c'est vrai que comme le disait notre collègue, effectivement, le contexte est particulier puisqu'elle doit gérer, je pense, la nouvelle commission, elle doit d'abord gérer ce Brexit avec les échéances ici en janvier. Donc le contexte est vraiment très difficile. Et puis directement, je pense que c'est même lors du sommet du 12 décembre prochain, le premier sommet qui sera cornaqué par Charles Michel comme président du Conseil européen, ils vont ouvrir la discussion sur le cadre budgétaire pluriannuel de l'Union européenne, ce qui est traditionnellement une grosse lutte
ensuite un gros combat, c'est qui paye quoi et qui reçoit quoi dans l'Union européenne pour les prochaines législatures. Ce sera d'autant plus compliqué qu'ils vont devoir gérer le Brexit, je le disais, et que donc il y a une manne financière là qui va devoir être comblée. Hein. On a déjà vu des premières estimations qui verraient doubler peut-être la contribution que devraient fournir les Allemands au budget européen, qui évidemment, ça fait hurler à Berlin, qui ne sont pas du tout d'accord. Il y a un petit groupe de 5 pays contributeurs nets avec les pays, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et l'Autriche et l'Allemagne, qui sont vraiment très remontés là-dessus, et ce sera vraiment un des gros défis que va devoir gérer la Commission européenne. Donc c'est l'argent. Je pense que il y a la question du Brexit et puis il y a la question de l'élargissement. Vous savez qu'on a fermé la porte ici tout récemment à la Macédoine du Nord et à l'Albanie, ce qui pose beaucoup de questions. On n'en parle peut-être pas beaucoup ici pour le moment à Bruxelles, mais dans les Balkans, ça crée pas mal de remous, puisque Ursula von der Leyen l'a dit récemment lors d'une de ses visites à Berlin. Elle rendait visite à Angela Merkel. Elle disait, voilà, il y a peut-être là, ça va basculer dans l'orbite chinoise, voire russe, donc il faut faire quelque chose. Alors c'est assez paradoxal, puisque maintenant on a cette Commission européenne, cette future Commission européenne qui veut avancer sur l'élargissement. La Commission avait dit que ces pays étaient prêts à entamer des négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Et on a la France au Conseil européen, la France notamment, il y a les Pays-Bas aussi, je pense, qui sont très sceptiques. Emmanuel Macron qui a dit, écoutez, non, il faut d'abord se régénérer entre nous, se réinventer et faire mieux fonctionner l'Europe actuelle avant d'ouvrir la porte à d'autres États membres potentiels. Donc ça, c'est aussi un des gros challenges que va devoir gérer l'exécutif européen, d'autant plus que le portefeuille de l'élargissement, il tombe, je pense, dans l'escarcelle du candidat hongrois. C'est le commissaire hongrois qui va devoir avoir ça entre les mains. Donc vous imaginez un commissaire hongrois qui lui-même dépend de quelque part. Alors il ne dépend pas d'eux, mais il a travaillé à travailler avec Viktor Orban et qui va devoir aller discuter d'élargissement. Donc ça, ce sera vraiment un challenge. Il y a la question du fossé, évidemment, le fossé démocratique, l'Europe et les citoyens, ce fossé toujours grandissant, on ne comprend pas l'Europe. Donc un des grands défis aussi, pour le faire simple, ce sera la pédagogie, expliquer à quoi ça sert l'Europe et le bien que ça peut apporter et faire aux gens le mieux-être que ça peut apporter, surtout dans un contexte global. Notre collègue l'a dit, évidemment, la question de l'environnement, le Green New Deal, qui va devoir être porté sur les fonds baptismaux par le néerlandais Frans Timmermans. Et là, il y a quelque chose d'important aussi, c'est que le mois prochain, je pense je sais qu'il y a la COP25 qui sera non plus au Chili, mais ici à Madrid. Alors comment est-ce qu'elle va faire, Ursula von der Leyen, pour convaincre des pays comme la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, encore une fois, qui ne veulent pas s'insérer dans la stratégie carbone zéro à l'horizon 2050, de participer à tout cet effort global en matière de réduction des gaz à effet de serre. Alors je passe sur la gestion du digital ou sur la politique d'asile et d'immigration qui sera aussi sensible à gérer. On a vu les twists qu'il y a eu au niveau de la dénomination, ne fût-ce que la dénomination du portefeuille, la protection du mode de vie européen qui est devenu la promotion du mode de vie européen, comprenne qui pourra, mais bon voilà, tout est dans tout. C'était sans doute pour amadouer le groupe des socialistes au Parlement européen. Bref, il y a du pain sur la planche, Pierre. Vous parliez d'élargissement, Martin. Je reviens sur un truc que vous disiez tout à l'heure avec cet équilibre qui existe entre Ouest et Est au sein de la Commission européenne. Une question comme celle de l'élargissement, c'est un bon exemple des perspectives qui sont parfois et des priorités qui peuvent parfois être différentes d'un bout à l'autre de l'Europe. Vu d'ici, les questions d'élargissement, ça nous semble peut-être moins important que pour les candidats hongrois, roumains. Oui, tout à fait. Mais la question d'élargissement, elle a concentré beaucoup de crispations ces dernières semaines. Elle a aussi consacré une sorte d'isolement du président français sur la scène européenne, qui est peut-être un peu exagéré par certains commentateurs, parce que vous l'avez rappelé, le président français n'était pas le seul à s'opposer, mais c'est lui qui a mis son veto et qui a endossé la responsabilité de cette décision, et il l'a fait en le conditionnant à une réforme justement de la procédure d'élargissement. Je pense que derrière il y a une réflexion qui est intéressante sur comment quelle est la vocation géographique de l'Europe et où s'arrête l'Europe, et qu'est-ce qu'on fait aussi pour intégrer plus fortement l'Europe. Cela étant, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a un veto qui a un coût politique et que pour l'instant, la révision de la procédure d'adhésion, elle n'a pas été entamée loin de là. On a plutôt un isolement du président français là-dessus. Et donc, oui, il y a un certain nombre de crispations, pour répondre à votre question, autour de cette question, où on a clairement des États qui vont plutôt se focaliser sur la nécessité
d'intégrer, d'aller en profondeur, d'approfondir l'Union européenne, l'Union économique et monétaire, la zone euro, les questions de défense, et d'autres qui vont effectivement avoir une approche géographique et peut-être parfois aussi marché, mais cela étant, ça fait sens, in fine, d'intégrer les Balkans à l'intérieur de l'Union européenne, et les Balkans ont clairement leur place dans l'Union européenne. Après, il y a effectivement il y a des sensibilités différentes. Ce sera un des grands défis d'Ursula von der Leyen, j'imagine, c'est de réussir à ménager ces sensibilités différentes. Je prenais l'exemple de l'élargissement là. Je pense que la question des migrations, par exemple, c'est aussi quelque chose où accorder les points de vue d'un Français, d'un Belge, avec ceux d'un Hongrois, peut-être d'un Italien, là, il va aussi y avoir des grosses différences de points de vue. Oui, bien sûr, entre des pays qui sont, si vous voulez, qui sont très impactés par les vagues migratoires, comme la Grèce, l'Italie et d'autres qui reçoivent les flux dans un second temps, les perceptions peuvent être complètement différentes. Je pense que revenir un instant quand même sur ce qu'on disait en matière d'élargissement, il faut bien intégrer aussi le fait que dans des pays comme la Macédoine du Nord, vous voulez dire, qui ont fait véritablement des efforts énormes pour entrer dans un processus de discussion et d'adhésion avec l'Union européenne, et qu'on leur ferme la porte au nez comme ça maintenant, en leur disant voilà, vous avez changé votre nom, le nom de votre pays, il faut se rendre compte de ce que c'est. On ne changerait pas, nous, le nom de notre pays comme ça, et qu'on leur dise maintenant, il n'y a pas de perspective. Enfin, du moins, on reviendra quand on reviendra un peu plus tard. Ça laisse des traces, quoi. Donc, je trouve que pour même ce qui est de la réputation, pour tout ce qui est la conception de l'Union européenne en termes d'image, c'est très dommageable, et ça, je pense que il faudra revenir là-dessus. J'allais encore vous dire quelque chose, mais ça me réfléchissez-y pendant qu'Edouard Simon répond. D'autant plus que sur la Macédoine et l'Albanie, on sait très bien qu'ils ne rejoindraient pas demain l'Union européenne. On sait très bien que le processus d'adhésion est un processus d'adhésion en étapes qui est aujourd'hui irréversible, mais qui peut durer extrêmement longtemps. Et le cas de la Turquie est le meilleur exemple. La Turquie négocie son processus d'adhésion. Aujourd'hui, on voit mal comment cette adhésion va pouvoir un jour aboutir. Donc il y a la question de l'élargissement, et puis je pense qu'un autre défi, un autre challenge que devra prendre en main effectivement Ursula von der Leyen, c'est la question de la réforme c'est l'état de droit dans l'Union européenne. On sait que Didier Reynders a dit qu'il allait s'en occuper, puisque ça tombe dans ses compétences. Je rappelle qu'il y a quand même des procédures qui sont entamées contre la Hongrie, contre la Pologne, article 7 du traité, et qu'on pourrait éventuellement les suspendre de leur droit de vote si les réformes ne sont pas mises en œuvre. Et puis ça rejoint aussi la discussion budgétaire, puisque certains États membres plaident pour que certains pays européens plaident pour qu'on puisse couper, si vous voulez, les aides budgétaires quand on ne respecte pas les droits humains. Donc tout est dans tout, et il faudra véritablement jouer les équilibristes pour que ça fonctionne, Pierre. Est-ce qu'un des principaux défis aussi de cette commission, c'est alors pas de survivre, mais en tout cas d'oublier un petit peu les retards qu'il y a eu au démarrage, les polémiques, les problèmes, parce que ça a été l'accouchement a été difficile pour cette commission. On va dire que le principal défi là dans les semaines qui arrivent pour Ursula von der Leyen, ça va être effectivement de prendre son destin en main et de commencer effectivement à sortir de cette séquence où on a l'impression qu'elle a beaucoup subi. Elle a subi parce que en fait le sort de sa commission était entre la main des États membres qui devaient nommer les candidats commissaires, et entre les mains du Parlement, de manière tout à fait légitime, qui devait valider chacun des commissaires et qui devra valider l'intégralité du collège la semaine prochaine. Et force est de constater que sur cette séquence, on a très peu entendu Ursula von der Leyen, qui avait pourtant fait des premiers pas qui étaient plutôt considérés comme réussis. Aujourd'hui, au sortir de cette séquence, on a l'impression d'une commission qui patine un peu, et il va falloir qu'elle réenclenche la mécanique, qu'elle réenclenche la machine, et notamment, je pense qu'elle sorte enfin une vraie vision de là où elle veut être dans 5 ans, ou de là où elle veut être là où elle veut que l'Europe soit dans 10, 15 ou 20 ans, qui soit un cap pour son action, parce que c'est un peu ce qui manquait de son discours d'investiture mi-juillet devant le Parlement européen. Oui, c'est exact. Et ça, c'est sur le fond, mais je pense que sur la forme aussi, il y a un vrai effort qui va devoir être fait, parce que moi,
je trouve qu'elle est un peu sous-communiquée, si vous voulez, Ursula von der Leyen, qu'elle aurait dû davantage s'exprimer, dire ce qu'elle faisait, ce qu'elle était en train de faire. Alors elle réorganise beaucoup ce service de communication, son porte-parole. Elle a désigné un porte-parole en chef, un Français, Eric Mamer, mais qui fonctionnera aussi sous tutelle ou avec un Allemand, parce qu'elle fonctionne encore. Et c'est une critique qu'il y a pour le moment pas mal à Bruxelles, dans la bulle européenne, c'est qu'elle fonctionne beaucoup avec des anciens, des gens de confiance, qu'elle a importés, si vous voulez, d'Allemagne, et qui n'ont peut-être pas toujours la lecture globale, la vision globale européenne. Et donc ça, il va falloir voir comment ça va se mettre en place, Pierre, sur la forme, parce qu'on le disait, la pédagogie, l'explicatif, le narratif pour les journalistes. Vous savez qu'à Bruxelles, c'est le plus grand corps de presse au monde, davantage que Washington, donc il y a toujours des histoires à raconter, et c'est là aussi où on a la maîtrise de l'agenda, c'est quand on peut imposer justement les histoires, l'agenda, et c'est pas donné à tout le monde, et c'est un vrai challenge qu'elle va devoir relever, la communication. Et ça va être effectivement, je partage tout à fait ce que vous venez de dire, et ça va être, je pense, son principal défi. C'est pas juste une question de comment est-ce que j'apparais ou quelle image je vais avoir, c'est aussi en termes de comment est-ce que je vais réussir à résoudre un certain nombre de problèmes. On a parlé tout à l'heure des questions d'asile et migration, des questions d'approfondissement de l'union économique et monétaire, les questions du Green New Deal, avec effectivement de comment est-ce qu'on fait en sorte que les 27 fassent partie, soit dans le même bateau pour atteindre l'objectif de décarbonisation de notre économie à l'horizon 2050, ce qui est énorme comme objectif. Pour atteindre cet objectif, il va falloir avoir une méthode de travail, il va falloir avoir un sens d'initiative qu'aujourd'hui on ne voit pas dans la commission von der Leyen, et qui va être nécessaire, cela étant, pour sortir des impasses politiques dans lesquelles aujourd'hui la commission Juncker est. Je veux dire, sur la question de l'asile et des migrations, la question des quotas obligatoires et de la répartition obligatoire par quota a bloqué complètement la discussion entre les États membres, et on est dans une impasse politique dont on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va sortir, et moi je ne vois pas aujourd'hui comment la commission von der Leyen prévoit de sortir de ce type d'impasse. En matière d'asile, vous voulez dire, en matière d'asile, en matière de fiscalité, on a quand même un projet d'harmonisation de l'assiette, voire du taux de l'imposition des sociétés. Sur tous ces sujets qui sont... Ça, ce sont les États membres, plutôt, en matière fiscale, qui vont devoir donner l'initiative. Mais c'est la Commission qui a l'initiative. Et la Commission, justement parce qu'elle doit être ce tiers de confiance, parce que c'est elle qui a le pouvoir d'initiative au sein de l'Union européenne, a la capacité de faire bouger les choses. Mais encore faut-il le vouloir, et encore faut-il avoir un cap, une analyse aussi donc il faudra vraiment une locomotive politique pour faire bouger les choses. Locomotive politique qui existe paradoxalement déjà à la Commission en matière de digital et de concurrence, puisque là on a Margrethe Vestager qui est vraiment, je trouve, qui a un marqueur européen dans la lutte contre la surpuissance des GAFA notamment. Elle n'a pas hésité à aller imposer des amendes très lourdes, que ce soit à Google, à Microsoft, etc. Et donc là elle a vraiment incarné, je pense, une vision européenne de ce que devait être l'Europe de demain en matière de digital, de marché concurrentiel, etc. Et donc là, elle peut impacter les choses ou continuer d'impacter les choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a laissé ce portefeuille très important. D'habitude, la concurrence, on ne le laisse pas 2 mandats de suite entre les mêmes mains, dans les mains d'une même personne. Mais là, tout le monde a jugé. Il y a eu un consensus pour dire qu'elle était vraiment the right woman at the right place, quoi. C'est aussi un avantage, j'imagine, pour Ursula von der Leyen de pouvoir s'appuyer sur des personnes comme ça et pouvoir un peu se mettre dans le sillage d'une telle locomotive. C'est un avantage, mais il ne faudrait pas qu'elle lui fasse trop d'ombre et puis que ça devienne la commission Vestager quelque part. Enfin, je ne sais pas si vous partagez mon opinion. Tout à fait. D'autant plus que Margrethe Vestager aurait très bien pu être la présidente de la Commission européenne. Cela étant, je partage entièrement ce que vous dites sur Margrethe Vestager et sur le fait qu'on lui ait laissé son portefeuille. Je pense qu'au-delà effectivement de la reconnaissance qu'il y a de sa compétence, il y a aussi cette volonté de la part d'Ursula von der Leyen de faire de la Commission européenne une commission qu'elle veut géopolitique. Et ça, c'est intéressant parce que quand on voit que... Parce que Margrethe Vestager a non seulement le portefeuille de la concurrence, mais en plus elle est l'executive vice-présidente en charge de la digitalisation et de la stratégie de digitalisation de tout le continent européen. Et quand on met les deux ensemble, on voit que le message qui est très clairement envoyé à nos alliés américains est un message de fermeté, très clair. Donc il y a une volonté de s'imposer comme un acteur géopolitique. On en a pas mal parlé sur ce plateau, c'est la Commission. Est-ce
est-ce qu'elle va souffrir, vous pensez, des polémiques du début, notamment toute la question de la protection du mode de vie européen, ou est-ce qu'au final, voilà, ça a fait des polémiques de journalistes pendant 3 mois, et dans 2 semaines, ce sera oublié? Moi, je pense que si les vrais challenges, ils sont là, ils sont dès le mois de décembre. Je le disais, avec le sommet européen 12-13 décembre sur le cadre budgétaire pluriannuel, la COP25 donc sur l'environnement. Donc directement, on va arriver très rapidement sur le fond des dossiers. Si le départ sur le fond des dossiers est réussi, les polémiques resteront vraiment derrière nous, enfin derrière cette commission, et elle pourra véritablement avancer, et ça resterait un petit soubresaut très court finalement dans le temps sur le cadre si on prend ça sur l'espace d'une législature de 5 ans. Donc ça, il y a moyen de laisser ça derrière l'exécutif si ce départ est réussi, quoi. Voilà. Entièrement d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait de raté à l'allumage, notamment effectivement sur la question du cadre pluriannuel budgétaire, qui est une question qui est extrêmement épineuse. Et sur le dernier cadre pluriannuel, on avait déjà pris 1 année de retard dans sa mise en œuvre. Aujourd'hui, il y a tout un tas de problèmes, notamment la question, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Martin, de la contribution britannique qu'il va falloir remplacer. Ouais. Or, aujourd'hui, force est de constater que même dans les lettres de mission qui ont été envoyées à ces commissaires, et notamment dans les lettres de mission qui ont été envoyées au commissaire Hahn, donc qui est en charge du budget, la question des ressources propres, c'est-à-dire la question des ressources qui sont indépendante des contributions des États membres, qui est une voie pour alléger le poids de la facture européenne sur le budget des États, est une question qui pour l'instant a été oubliée. C'est, on le disait, il faudrait le défi pour les commissaires en tant que tel, ce sera pour justement ne pas avoir de raté au démarrage, à l'allumage, de prendre possession de la fonction assez vite. C'est compliqué comme job, commissaire européen. C'est quelque chose qu'on appréhende facilement, où il faut quand même un petit peu, soit beaucoup de bouteilles, soit quand même un petit peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est une question un peu difficile que vous me posez, mais c'est bien sûr une question, c'est bien sûr des postes qui ont des responsabilités très importantes. Et je veux dire, la difficulté pour quelqu'un, par exemple, comme Ursula von der Leyen, Ursula von der Leyen, elle a un parcours politique très intéressant. Le fait qu'elle ait été ministre de la Défense auparavant en fait clairement un atout pour son poste. Cela étant, elle n'a jamais vraiment travaillé sur les questions européennes. Or, la machinerie européenne, c'est quand même particulier, c'est très technique. Il faut connaître. Et effectivement, tout l'enjeu, je pense, pour Ursula von der Leyen, est de ne pas se laisser piégé, digéré, absorbé par cette machinerie administrative européenne, mais de pouvoir garder son pouvoir de politique, sa capacité d'entraînement politique et rester la locomotive politique que la Commission doit être. Ça, c'est clair que c'est une vraie responsabilité, une vraie difficulté. Pour les commissaires, aujourd'hui, on crée un nouveau type de commissaire avec les Executive Vice Presidents qui seront à la fois vice-présidents, c'est-à-dire qu'ils auront de la coordination à faire, et exécutifs, c'est-à-dire qu'ils auront les services de la Commission à gérer, la concurrence pour Margrethe Vestager, la DG Climat pour Frans Timmermans, tout ce qui est en régulation des marchés financiers pour le letton Valdis Dombrovskis. Donc ça va être des portefeuilles qui vont être compliqués à gérer. D'autres portefeuilles vont être aussi compliqués à gérer pour des personnalités qui n'ont pas forcément l'habitude de la machinerie européenne. On peut penser par exemple à Thierry Breton qui a un portefeuille qui est absolument immense. Non, ça c'est tout à fait exact, parce que là, il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est que le poids de la machine administrative européenne, de la Commission européenne, le Berlaymont, rien que le secrétariat général de la Commission, il n'y a pas une législation, il n'y a pas une initiative, il n'y a pas un papier qui passe à la Commission européenne sans que ça ait transité par les mailles du filet du secrétariat général qui filtre, il y a les services juridiques, donc on peut très facilement se laisser, finalement, Louis Michel explique ça très bien, lui qui a été commissaire européen au développement, il dit qu'il y a moyen de devenir véritablement un eunuque politique, avec les mots, ce sont ces mots. Voilà, vous vous laissez finalement emmener là où la machine administrative veut vous emmener, et il faut parfois des soubresauts, et donc il faut que le collège des commissaires soit très poli,
très politique, très soudée, très unie, malgré les divergences politiques, pour pouvoir vraiment, quelque part, lutter contre cette machinerie, cette machine à papier, cette machine à paperasse, mais qui peut être aussi terriblement efficace. Je veux dire, si elle se met dans le sillage d'un grand président de la Commission européenne, comme on a eu par exemple Jacques Delors, admettons, alors là, il y a des bons en avant fantastiques qui peuvent être entrepris, mais c'est pas gagné, c'est pas gagné, puisque on sort quand même aussi, il faut le dire. Alors on va revenir sur le cas de Jean-Claude Juncker un peu plus tard, mais on a eu quand même Barroso, c'était pas un grand président de la Commission européenne, etc. Donc voilà, il faut vraiment voir si von der Leyen va pouvoir amadouer la machinerie et travailler main dans la main avec la machine de la Commission. Et on s'imagine que ce défi-là, c'est ça, c'est réussir à ne pas se faire manger par le système, entre guillemets, par la machinerie européenne, et également, comme on le disait au début de cette deuxième partie, ne pas se faire manger par d'autres commissaires qui connaissent peut-être mieux cette machinerie européenne qu'elle, comme Frans Timmermans ou Margrethe Vestager. On fait une dernière pause dans ce Pour Info. Juste après, on se posera justement la question du bilan de la commission précédente, celle du luxembourgeois Jean-Claude Juncker. À tout de suite. La dernière partie de ce Pour Info consacrée à la mise en place de la nouvelle Commission européenne d'Ursula von der Leyen. C'était surtout ça pour les deux premières parties, puisque dans cette troisième partie, on va s'intéresser au bilan de la précédente, celle du luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Martin Muxon, vous tirez quel bilan de cette commission? Quelle note vous donnez à Jean-Claude Juncker? Je ne vais pas sortir des notes, mais c'est vrai qu'il avait dit lui-même qu'il était le président de la commission de la dernière chance. Si on évalue, si on prend son bilan à cette aune-là, c'est quand même pas une énorme réussite. Il n'y a rien eu de spectaculaire. Alors, je mets les bémols directement, les bémols d'entrée, c'est-à-dire qu'il a quand même eu à gérer le Brexit, évidemment. Donc il est une législature un peu plombée par le Brexit. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Il a été plombé par le Brexit. Heureusement, il a eu l'aide de Michel Barnier, qui de la vie générale a quand même bien géré, et surtout conservé, ce qui était très important, pouvoir conserver l'unité européenne face aux exigences britanniques, c'est-à-dire que la façade européenne a été sauvegardée malgré des tentatives des Britanniques de jouer un peu sur les divisions intra-européennes. Donc il a eu ce Brexit qui l'a plombé. Il y a eu tout ce qui était les suites aussi de la crise financière, donc sauvetage de la Grèce, etc. Et puis il y a eu la crise de l'asile et de la migration. Et donc quelque part, si on prend un peu de recul, on peut dire que il n'a pas eu une force motrice finalement, Jean-Claude Juncker, mais il a géré correctement les événements qui se sont imposés à lui. Je dirais ça, moi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'était pas une commission active, mais il a bien réagi. Il a bien réagi à des événements qui sont imposés à lui. Moi, je trouve que je serais un peu moins dur que vous avec la commission Juncker. Moi, je suis dur. On sortait en 2014 de deux mandats de la commission Barroso qui avaient considérablement affaibli le point institutionnel, mais aussi la capacité de travail de la Commission européenne. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. C'est clair que quand on regarde les ambitions de la Commission Juncker en 2014, avec ce sera la Commission de la dernière chance, etc., etc. Bon, mais ça, je pense qu'on pouvait se dire dès le départ que ce serait jamais la Commission de la dernière chance. Ça ne veut pas dire grand-chose, la Commission de la dernière chance. Cela étant, quand on regarde ce qui a été atteint, ce qui a été accompli pendant ces 5 dernières années, on a quand même un président de la Commission qui a réussi à faire sortir de terre la question de l'investissement public de long terme et de la question de l'investissement de long terme, notamment public, mais également privé, alors que c'était une question qui était complètement passée sous silence les 10 ans auparavant, la décennie auparavant, en lançant son grand plan, ce qu'on a appelé le plan Juncker, ce que plus personne n'appelle le plan Juncker maintenant, qui va devenir EU Invest dans le prochain, pour la prochaine décennie. Et ça, je pense que c'est un grand succès. C'est aussi le président, et je pense qu'on ne l'attendait pas là-dessus, mais qui a quand même présidé à l'activation de la coopération structurée permanente en matière de défense. Et donc, depuis 3 ans, la défense européenne et la défense de l'Union européenne et le rôle de l'Union européenne en matière de défense a fait un bond qui est absolument démesuré. S'il y a 5 ans, on vous avait dit que le budget européen pourrait financer un bout de recherche de défense, ça aurait été inimaginable. Aujourd'hui, on va mettre, et c'était la proposition de la Commission Juncker, 13 milliards d'euros sur la table sur la période 2021-2027 pour financer la recherche, l'innovation, le développement de capacités de défense. Après,
c'est aussi la commission on parlait de Margrethe Vestager, force est de constater que le bilan de Margrethe Vestager est aussi le bilan de la commission Juncker, puisque les décisions, y compris en matière de concurrence, sont prises à l'unanimité au sein du collège des commissaires. Donc il y a quand même un certain nombre d'aspects positifs. Je dirais que c'est une commission, plus qu'une commission de la dernière chance, ça a été une commission de la reconstruction qui pose des bases solides pour que la commission von der Leyen puisse justement embrayer et porter quelque chose de plus ambitieux, de plus large. On le voit là, elle va lancer une conférence sur le futur de l'Europe. Espérons que ça puisse être dans la continuité de cet élan. Ouais, ce qui est quand même, oui, je suis d'accord avec vous, mais ce qui est quand même aussi notable, c'est que cette commission Juncker, malgré le caractère finalement bonhomme et sympathique de Jean-Claude Juncker, il n'a pas réussi à faire aimer davantage l'Europe aux citoyens, et certainement pas dans les pays d'Europe centrale et orientale, où là se trouve le défi finalement, le challenge, il est là-bas aussi, et ce désamour, faire aimer l'Europe à la Belgique, à la France et à l'Allemagne, c'est pas compliqué. Voilà, on y est, mais et encore, et la France, oui, encore, mais donc c'était là, c'est quand même quelque part. C'est quand même pas une réussite, quoi. Mais alors moi, effectivement, sur le visage de l'Europe, sur le fait de faire aimer l'Europe, peut-être qu'on n'a pas vraiment avancé. Cela étant, est-ce que c'est, l'Europe, c'est pas qu'une question de visage, c'est pas une question. Non, mais on fera pas l'Europe sans les citoyens. On en est revenu, la machine technocratique. Je pense que les citoyens aussi se positionnent par rapport à des politiques et pas uniquement par rapport à des personnalités. Et je pense que il faut pas non plus trop simplifier le débat européen. Organisons un vrai débat politique. Et on le voit. Je veux dire, sur les dernières élections européennes, on a vu partout en Europe une hausse significative de la participation aux élections, parce que on voit partout en Europe des citoyens qui prennent conscience de l'importance des enjeux européens. Et c'est pas qu'une question de personnalité, et on aurait tort de le réduire à la question justement du Spitzenkandidaten. On va voter pour la personne qui va devenir le président, le prochain président de la Commission. Il y a vraiment des questions politiques qui doivent être tranchées, et ça, tout reste à faire. La Commission Juncker n'a pas avancé là-dessus. Espérons que la Commission von der Leyen avance là-dessus. Moi, je rajouterai par rapport au bilan de la Commission Juncker, plutôt dans les aspects moins glorieux, et pour prendre la suite un peu de ce que vous venez de pointer, que effectivement c'est, disons, approfondit une fracture entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose de très dommageable. C'est quelque chose aussi qu'a compris Ursula von der Leyen, qu'elle a commencé à essayer de traiter, notamment dans la composition de sa commission, typiquement en donnant la vice-présidence à la transparence et aux valeurs à la Tchèque Vera Jourova. Ça, c'est un message... ce sera beaucoup plus difficile pour le Hongrois Viktor Orban ou pour les Polonais du PiS de dire que c'est l'Europe occidentale qui comprend rien à l'Europe centrale et orientale qui essaye de leur imposer leurs valeurs, étant donné que ce sera une Tchèque qui portera la voix de la Commission sur cette question. Et sur, effectivement, juste pour rebondir sur cette fracture et sur le fait que les citoyens doivent être reconnectés à ce qui se passe au niveau européen, c'est vrai pour l'Europe centrale et orientale, mais finalement, quand on regarde les eurobaromètres, ce sont des pays qui ont à leur tête, disons, des dirigeants eurocritiques, mais qui sont profondément européens. L'attachement des Polonais, l'attachement des Hongrois justement à l'Union européenne et à ses institutions est extrêmement fort, et beaucoup plus fort que dans les pays de la vieille Europe, comme la France, l'Italie ou la Belgique. Donc ça fait partie des choses, des reliquats de la Commission Juncker sur lesquels Ursula von der Leyen pourra s'appuyer pour vraiment, à certains niveaux, j'ai l'impression, si je vais un peu résumer ce que vous disiez, c'est que la Commission Juncker, après les 2 mandats de José Manuel Barroso, a un peu dépoussiéré l'appareil, a la remis sur les rails, et donc maintenant Ursula von der Leyen n'a qu'à se remettre dans ces rails-là et poursuivre le boulot. Eh ben, je dirais qu'elle doit aussi sortir des impasses dans lesquelles s'est enfermée la Commission Juncker. J'évoquais la question de la fiscalité. Aujourd'hui, pendant la Commission Juncker, on avait une opportunité historique de pouvoir faire converger, de pouvoir faire harmoniser l'assiette et le taux de la fiscalité sur les sociétés. Ça n'est pas arrivé. Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Parce qu'on sait que l'harmonisation fiscale, la question de l'harmonisation sociale, en particulier au sein de la zone euro, sont des choses sur lesquelles il faut absolument que l'Europe avance pour se renforcer. Ça,
il va falloir sortir de ces impasses. Le fait est qu'on ne sait pas aujourd'hui comment est-ce que la Commission von der Leyen va attaquer ces sujets. On le verra, on l'imagine, dans les semaines à venir. Martin, j'ai encore une petite question où on sort un tout petit peu du dossier européen, et encore pas tant que ça. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la Belgique, qui est une Commission européenne qui se lance maintenant? On sait que les questions budgétaires de la Belgique étaient notamment un peu pointées du doigt. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer avec le fait d'avoir une commission en place, ou est-ce que de toute façon la Belgique allait bien devoir s'arranger pour rendre un budget en ordre et donc non, au final, je pense que ça va changer quand même quelque chose, puisque la vis va être davantage serrée, effectivement, puisque là pour le moment, il y a une sorte de brouillard européen qui fait que la Belgique, ça passe dans les limbes, ça n'intéresse pas grand monde. À partir du moment où il y aura un commissaire aux affaires budgétaires en bonne et due forme, l'italien notamment Paolo Gentiloni, qui va succéder à Pierre Moscovici, et qui va s'intéresser de près au cas de la Belgique en disant voilà, votre dérapage budgétaire 11 milliards à l'horizon 2020, ça peut pas continuer comme ça, les amis. Il vous faut un gouvernement de plein exercice, parce que votre gouvernement technique et votre budget provisoire en 12e provisoire de mois en mois, ça ne rime plus à rien. Il faut vraiment prendre les choses en main. Je crois que là, il y a une pression qui va être exercée supérieure, un peu pression du même ordre quand les taux d'intérêt montent et les marchés financiers poussent effectivement à la cohésion belgo-belge pour former une coalition. Ici, ça devrait être de cette nature-là. Et je rappelle que mercredi, c'est demain d'ailleurs, la Commission va remettre des avis sur les différents budgets des 27 États membres, et ça pourrait faire mal à la Belgique d'ores et déjà. Une fois de plus, faire mal à la Belgique. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été. J'avais encore une petite question, mais celle-là, elle est toujours un petit peu difficile, parce qu'on tombe presque dans la fiction. Et est-ce que vous avez un espoir pour cette commission, une chose que vous voudriez voir cette commission von der Leyen réaliser? Moi, j'aimerais effectivement qu'elle avance sur la question de la souveraineté européenne. Ça me semble être un thème qui est fédérateur et sur laquelle on peut tirer et être un fil rouge pour cette prochaine commission. Si elle décide de s'en saisir, si elle décide d'avancer sur cette question, dans les matières de sécurité-défense, sur les questions économiques, dans un monde incertain, je pense qu'elle peut faire progresser l'Europe au XXIe siècle. Faire exister l'Europe en tant que telle, Martin, votre souhait vis-à-vis d'Ursula von der Leyen? Non, comme je disais, je ne pense pas qu'on fera l'Europe contre les citoyens, donc il faut les convaincre, les avoir en poche, et pas à coup de... Voilà, il faut être pédagogique, explicatif, et expliquer ce qu'apporte, qu'est-ce que c'est finalement la plus-value européenne, et il faudra qu'il y ait il faudra descendre dans les États membres, il faudra descendre du 13e étage du Berlaymont et se mêler un peu aux citoyens européens, sortir de Bruxelles. Il y a cette question, moi aussi, toute personne, cette question du double siège du Parlement, personnellement, que je trouve ridicule, entre Bruxelles et Strasbourg. C'est une déperdition écologique, une déperdition financière qui est complètement scandaleuse, et qu'il faudrait quelque part aussi un jour prendre à bras le corps et étudier. Bon. Et s'il veut sortir du 13e étage du Berlaymont pour expliquer l'Europe, et qu'elle veut venir le faire sur le plateau de l'N24, Ursula von der Leyen est évidemment la bienvenue. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Martin. Merci Édouard Simon, directeur du bureau de Bruxelles de Confrontation Europe. Merci d'avoir passé une heure avec nous pour expliquer cette nouvelle Commission européenne. Merci téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment dès demain 6h30 pour une nouvelle édition de la matinale. Dans quelques instants, c'est Saskia Violette que vous retrouvez pour le flash de 10h.